Il a une verve ciselée, il est connu pour ses punchlines politiques. Claude Malhuret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autant acteur que fin observateur de la vie politique. Vous êtes sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants au Sénat et membre du bureau politique d'Horizon. On l'a entendu à l'instant, c'est un nouveau drame qui s'est déroulé à Grenoble ce soir. La victime était âgée de 49 ans et il était père de 2 enfants. Je vous propose qu'on écoute le maire de Grenoble quelques secondes. Évidemment, devant cette violence totalement débridée, pour un geste citoyen, un geste citoyen que vous pourriez faire aussi, qui m'est arrivé encore très récemment de faire, se porter sur un accident parce qu'on est là et que on peut aider, porter secours. C'est intolérable et les mots manquent. Il parle d'une violence débridée, une phrase extrêmement forte. Est-ce que la sécurité, concrètement, doit être la priorité de Michel Barnier lors de ce nouveau mandat ? Je pense qu'elle doit être une des priorités. Non pas la priorité, mais une des priorités. D'abord, je voudrais dire à titre personnel, j'ai été maire pendant 25 ans. Donc je comprends la réaction j'ai été horrifié comme lui. J'ai assisté à heureusement, non pas vis-à-vis du personnel municipal à des drames de cette nature, mais à des agressions et des incivilités, et donc les maires sont parfaitement... Et j'ai assisté par contre, non pas dans les équipes municipales, mais dans la population de ma ville, à des règlements de compte, à des assassinats, etc. Oui, et pourtant c'est pas une ville particulièrement criminogène, si je peux dire, et on est tous confrontés au fait d'aller de prévenir la famille, d'aller les soutenir, etc. Donc je vois bien ce qu'il peut ressentir. Mais je l'ai écouté aussi juste avant parler, et je vous ai écouté également, parler du problème majeur qu'est aujourd'hui la présence d'armes de plus en plus nombreuses. Et c'est un phénomène qu'il faut bien analyser, qui me paraît fondamental. Pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire pendant un siècle, les violences physiques ont énormément diminué. Je ne parle pas des guerres, bien entendu, mais dans nos sociétés démocratiques, les violences physiques ont petit à petit énormément diminué, énormément. Et depuis le début du XXIe siècle, elles remontent. Et elles remontent d'une façon... elles remontent pour différentes raisons. D'abord parce que la circulation des armes, à cause des guerres qui se passent un peu partout, évidemment, est de plus en plus grande. Parce que le problème du trafic de drogue entraîne, bien entendu, et notamment par les sommes qu'il met en jeu, une augmentation également des armes. J'ignore totalement, tout le monde ignore à ce stade quel était le motif, ce que faisait ce dingue, mais il avait un revolver dans sa voiture, quoi, donc c'est clair. Je pense pour ma part, et vous y avez fait allusion, sur le problème France narco-État ou non, je pense que le problème pas seulement de sécurité, mais surtout le problème de la drogue à l'échelle mondiale, pas seulement en France, pas seulement dans les États d'Amérique latine. Aux États-Unis, le problème est devenu majeur, avec 2 problèmes d'ailleurs, le problème du trafic de drogue et des armes, mais le problème que la drogue, et notamment les drogues pharmaceutiques, tue aujourd'hui beaucoup plus que le terrorisme ou que le trafic de drogue lui-même ou que les règlements de compte. Plus de 70 000 morts de l'oxycontine aux États-Unis il y a 1 an, ce qui d'ailleurs participe à la baisse de longévité de l'espérance de vie aux États-Unis. Donc toutes nos sociétés démocratiques aujourd'hui c'est pas seulement la violence débridée, c'est la gangrène par rapport à la drogue. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président de la République il y a quelques mois. C'était pas à cette occasion, bien entendu, mais il me demandait quels étaient, à mon avis, les sujets les plus importants aujourd'hui. Et je lui ai dit, il y en a un dont on ne se rend pas compte, dont la population ne se rend pas compte, et dont les autorités ne se rendent pas suffisamment compte, c'est le trafic de drogue qui est en train de gangréner totalement
pas seulement la France, comme on le disait à l'instant, la France n'est pas la plus visée, mais elle l'est déjà et elle va continuer à l'être si on ne fait rien. Donc pour moi, si on devait me parler des priorités aujourd'hui, bien entendu, il y a la dette, bien entendu, il y a les guerres, il y a l'Ukraine, etc. Mais le trafic de drogue et l'expansion de ce sujet-là n'est pas aujourd'hui assez compris et pris en compte, y compris par les autorités. Et là, je ne parle pas de la France, je parle de tous les pays du monde, et en tout cas tous les pays démocratiques. C'est très très grave. Si vous êtes en plateau ce soir également, c'est pour un moment politique, puisque vous étiez aux côtés d'Édouard Philippe cet après-midi et de Laurent Marcangeli pour rencontrer le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Je ne vais pas vous demander les secrets d'État, mais qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Sur quoi avez-vous échangé? Bon, on a commencé par lui dire que très sincèrement, on lui apporte notre soutien. Il était particulièrement difficile dans les temps, par les temps actuels, par le résultat des élections, de trouver un Premier ministre. Et on pense, les uns et les autres, Édouard Philippe, Laurent Marcangeli ou moi, que c'est l'homme de la situation. Donc le parti Horizon apporte son soutien. Le parti Horizon apporte son soutien plein et entier. Alors non, bien entendu, pas de motion. Qu'on soit clair pour nos téléspectateurs. Non, en plus, on connaît Michel Barnier depuis très longtemps. On a été avec lui dans les mêmes partis, on a les mêmes valeurs. Et en plus, il est celui qui est susceptible de débloquer une situation particulièrement bloquée par ses qualités, par les valeurs qu'il incarne, et d'ailleurs, ça se voit bien depuis quelques jours. C'est un homme de consensus, par le respect qu'il a vis-à-vis de toutes les opinions. Donc c'est la première chose qu'on a tenu à lui dire. Ensuite, évidemment, on a évoqué, comme je le disais tout à l'heure, les premières priorités. La première étant bien entendu le budget, qui va être un rébus particulièrement difficile à déchiffrer. Le budget, la dette, et puis d'autres sujets, bien entendu, l'éducation, la santé, et des sujets urgents comme la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte, qui aujourd'hui, on n'a pas l'impression, je veux dire, les Français ne se rendent peut-être pas compte en général, mais les ultramarins, eux, et notamment les habitants de Nouvelle-Calédonie ou Mayotte s'en rendent particulièrement compte, et c'est un sujet très, très, je ne dirais pas inextricable, mais très compliqué, donc nous lui avons dit qu'il fallait absolument qu'il s'en occupe personnellement, comme Édouard Philippe l'avait fait à l'époque, d'ailleurs, quand il était Premier ministre. Vous avez parlé des postes ministériels et puis également. Ensuite, on a parlé des postes ministériels et on lui a dit qu'on n'allait pas... Alors, il faut, pour nous, la décision doit être prise dans les jours qui viennent, puisque nous avons une journée parlementaire mercredi et jeudi, et par conséquent, je ne vais pas préempter la décision d'Horizon. La décision d'Horizon, elle est liée aux membres de son bureau politique, aux députés et aux sénateurs, mais Édouard Philippe, comme Laurent Marcangeli, comme moi-même, plaideront pour ne pas faire la fine bouche. C'est-à-dire ne pas dire soutien comme vous savez. Aujourd'hui, tout le monde dit soutien sans participation, ou tout le monde a en tête 2027, se demande si en rentrant dans un gouvernement, il va se griller ou pas. Donc nous, on pense que la responsabilité quand on soutient, c'est de participer, parce que ça se coupe pas en tranches. Et donc nous plaiderons ça auprès de notre parti. Et je pense que si Michel Barnier souhaite que nous ayons des représentants au gouvernement, nous irons sans doute dans ça. En tout cas, c'est ce que nous plaiderons. Vous avez posé une condition du nombre de postes ministériels? Non, ce matin, il est en train de consulter tous les dirigeants des partis, tous les dirigeants des groupes politiques, et on n'était pas dans la discussion de bout de gras, on était sur les principes ce matin. Et vous avez dit que vous ne vouliez pas faire la fine bouche tout de même, donc. Oui. Il faut avoir c'est pas évident aujourd'hui. C'est pas évident pour Michel Barnier d'être Premier ministre. C'est pas évident pour quiconque de rentrer aujourd'hui dans un gouvernement qui est menacé par des tas de circonstances. Mais on pense, comme lui d'ailleurs, bien entendu, qu'à partir du moment où on a une responsabilité et où on a une direction, il faut assumer cette responsabilité. Alors il y a un positionnement qui a tout de même fait parler, c'est celui de Gabriel Attal, puisque regardez ce qu'il disait, il n'y aura de notre part ni volonté de blocage, ni soutien inconditionnel, seule la volonté d'être utile à notre pays et fidèle à nos valeurs nous guidera. Il y a tout de même
une phrase, ni soutien inconditionnel. Est-ce que vous comprenez la position du Premier ministre sortant ? Alors, je voudrais pas parler pour Gabriel Attal. Je peux pas. C'est sa responsabilité. Il a sur l'échiquier politique une position qui est peut-être qui est très proche de la nôtre, évidemment, puisque nous appartenions à la même majorité. Mais nous sommes historiquement et oui, par notre histoire commune, proches de Michel Barnier, ce que lui n'est pas pour des raisons comment dire, de nouveauté dans la vie politique. Par rapport à la carrière de Michel Barnier, et aussi son parti et l'ensemble des députés de son parti sont peut-être pour les uns tout à fait allants par rapport au nouveau Premier ministre, pour d'autres un peu moins, et donc j'imagine qu'il a à satisfaire des tendances différentes, des positions différentes. Et on parle même de frondeur au sein même de la majorité. Et donc qu'il est tenu à une certaine prudence. C'est son problème, il l'a exprimé comme ça. Je pense que dans les jours qui viennent, je ne vois pas comment, à partir du moment où le président de la République a choisi Michel Barnier comme Premier ministre, le groupe politique qu'il représente à l'Assemblée, je ne vois pas ne pas soutenir Michel Barnier. Mais c'est lui qui prend sa décision. Mais vous ne le voyez pas comme une forme de distance par rapport au président de la République ? Il est certain que depuis la dissolution, Gabriel Attal n'a plus les mêmes rapports avec le président de la République qu'il avait avant. Je ne pense pas qu'il puisse se permettre une distance importante, mais je comprends après tout qu'il ait été surpris, peut-être déçu par le fait d'avoir terminé de façon un peu abrupte son mandat. Je ne le vois pas prendre des distances au point de devenir un opposant. Alors, il y a eu aussi une annonce importante cette semaine, c'est l'annonce de la candidature d'Édouard Philippe, donc à la présidentielle prochaine. Est-ce que concrètement, cette annonce était au mauvais moment selon vous ? On le compare aussi à Pompidou en faisant son annonce 3 ans avant la présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, j'ai été très surpris de la réaction à cette annonce, parce que pour moi, c'est un non-événement. Il y a longtemps qu'il l'a dit. Il ne fait que le répéter. Au mois d'octobre 2021, j'étais au Havre à la création d'Horizon. Le jour de la création d'Horizon, il était bien évident pour tout le monde que qu'un ancien Premier ministre qui crée un parti au moment où les partis se portent mal, et depuis d'ailleurs c'est une réussite, Horizon, par rapport à beaucoup d'autres partis, mais qu'un Premier ministre, et d'ailleurs c'est ce que tout le monde a dit à l'époque, qui créait ce parti, c'était évidemment en prévision de la prochaine échéance présidentielle. Depuis, il n'a cessé de faire à intervalles réguliers des interviews disant « je me prépare », rappelez-vous, c'est une phrase qu'il a souvent, je me prépare à ses responsabilités. Il le redit une énième fois, sollicité par un journaliste au cours d'un long entretien qui lui demande « est-ce que vous êtes Mathilde candidat ?» Sirot, du Point. Voilà. Et par conséquent, pour moi, c'est une réitération de quelque chose qui est un secret de Polichinelle. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'était une histoire de timing, etc. Il a fait que répéter quelque chose qui était évident pour tout le monde depuis longtemps, évident pour lui et pour nous depuis longtemps. Donc je n'y accorde pas une importance particulière. C'est au moment où tout le monde... je crois qu'on parle de clarification. Au moment où tout le monde se demande, où tout le monde patauge, est-ce qu'on va aller dans un gouvernement, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça ? Il dit clairement, en réponse à une question qu'on lui a déjà posée et à laquelle il a déjà répondu, il dit clairement, oui, je vous répète, je suis candidat à la présidentielle. Je pense que, de la même façon que je vous dis, on apportera notre soutien clair et pas à moitié au Premier ministre. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux être clair aujourd'hui qu'ambigu. Alors, quelqu'un qui est assez clair aussi ces derniers temps, c'est Marine Le Pen qui a fait sa rentrée politique aujourd'hui. Écoutez. J'ai eu un contact téléphonique avec Emmanuel Macron qui ne portait pas d'ailleurs sur le sujet de M. Barnier. Et puis c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas choisi le Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, je pense que seul un Premier ministre du Rassemblement national peut mettre en œuvre le projet du Rassemblement national. Bon. Alors nous, on a fait notre travail de journaliste et c'est vrai que Jordan Bardella était sur le plateau du 20h hier soir et il disait tout de même quelque chose d'assez contradictoire avec le fait que Marine Le Pen n'était pas la DRH d'Emmanuel Macron. Écoutez. Le Rassemblement national est devenu
Premier parti de France, premier parti en nombre de voix, premier parti en nombre de députés à l'Assemblée nationale, et rien désormais ne peut se faire sans le Rassemblement national. Rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Mais vous Par joueriez conséquent, ce jeu, vous joueriez la carte du chaos? Aucun jeu. Il y a des préoccupations concrètes aujourd'hui pour le quotidien des Français, et j'attends du Premier ministre et du futur gouvernement qu'ils se mettent au travail. Rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. On a eu en coulisses, de la part de nos journalistes politiques, des dires comme quoi le RN tirait les ficelles du prochain gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Vous savez, dans les punchlines politiques. D'abord, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Parce que depuis 3 mois, l'extrême gauche mélenchoniste qui a capturé l'ensemble de la gauche, qui s'est laissé capturer, qui est devenue sa carpette, on ne peut pas dire autrement, explique qu'on leur a volé l'élection et propose une première ministre en disant c'est ça ou rien. Et nous ne discuterons avec personne, c'est notre programme ou rien. Dans ces conditions, évidemment, la seule possibilité pour Emmanuel Macron, c'est l'impossibilité d'ailleurs de la nommer elle et la recherche d'un autre Premier ministre. Pour cela, il discute avec tout le monde, pas seulement avec le Front National. Il ne discute pas par téléphone secret. Il a invité, je ne comprends même pas qu'on dise ça, il les a tous invités à l'Élysée. Tous les uns après les autres, y compris Marine Le Pen et Bardella, devant vos caméras de télévision, devant toutes les télévisions. Il a invité tous les partis, il a discuté avec tous les partis, et il en a conclu que Bernard Cazeneuve serait immédiatement l'objet d'une motion de censure, y compris de la gauche, que Xavier Bertrand, et que par conséquent le seul qui pouvait éventuellement résister à une motion de censure, en tout cas dans les médias, c'était Michel Barnier. Tout cela est très clair, tout cela est très net. La politique du NFP fait qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Une balle dans le pied, ça fait très mal, et donc ils sont maintenant en train de hurler c'est un coup d'État, etc. C'est le contraire d'un coup d'État. Et par conséquent, ça c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que contrairement à ce que dit Jordan Bardella, tout ne dépend pas du Front National, c'est pas vrai. Le Front National n'est pas l'arbitre. Pour renverser le gouvernement, le Front National n'a absolument pas les moyens de le faire, n'a pas suffisamment de députés. Et donc, pour renverser un gouvernement Barnier, par exemple, il faut les voix du Front National plus les voix du NFP, sous la houlette de LFI. Et par conséquent, si ces messieurs, dames veulent, dans les mois qui viennent, censurer un gouvernement et ajouter leur voix sur une motion de censure qu'il faudra quand même écrire, donc dire la même chose dans une motion de censure entre LFI d'un côté et le Front National de l'autre, il faudra qu'ils le justifient les uns et les autres devant leurs électeurs et devant les Français qui aujourd'hui n'ont pas du tout envie, regardez les sondages, les Français aujourd'hui ont envie de l'apaisement, ils ont envie d'arrêter excusez-moi du mot, le bordel à l'Assemblée nationale qu'on a depuis 2 ans, ils veulent que les choses, ils sont pour le gouvernement d'apaisement de Michel Barnier, et le jour où l'extrême droite et l'extrême gauche associeront leur voix pour faire une motion de censure, on va voir ce qu'en penseront leurs propres électeurs. Mais le fait de dire c'est le Front National qui est l'arbitre aujourd'hui, de la part de ceux qui disent Barnier est l'otage du Front National, etc., c'est totalement faux. Le Front National n'est pas plus l'arbitre et ne tire pas plus les ficelles que la gauche. Il faudrait leur alliance complètement contre nature pour renverser le gouvernement. Et c'est ce qui me fait espérer d'ailleurs que le gouvernement de Michel Barnier ait une certaine continuité par rapport à tous les augures qui expliquent qu'il va sauter bientôt. J'attends que ces messieurs-dames se mettent leur voix ensemble, non seulement pour renverser le gouvernement, mais pour nous expliquer par quoi ils le remplacent. Parce que c'est après que ça commencerait à être un peu sportif. Mais Claude Malhuret, vous avez assisté à la même interview que moi de Michel Barnier sur le plateau du 20h. Il a parlé de ce fameux sujet de la proportionnelle, qui était un sujet demandé par le Rassemblement national. On parle d'un accord en amont sur ce sujet-là entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas, mais je peux me tromper. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis quand même un peu au centre, au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. Je discute quand même avec pas mal de monde, et j'ai jamais vu, en tout cas les gens de mon camp, d'Horizon, des autres partis de l'ex-majorité et puis de la future majorité à créer, je n'ai jamais entendu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais j'y crois pas. En tout cas, je dois dire au passage d'ailleurs que Michel Barnier vient d'une formation politique
qui est violemment contre la proportionnelle. C'est quand même les héritiers du gaullisme, ceux qui s'appuient sur la Constitution de 58, et jusqu'à présent, la famille politique de Michel Barnier n'a jamais montré un désir particulier de la proportionnelle. Donc, et au Sénat, où elle est majoritaire aujourd'hui, je les vois mal. Je dis pas que sur des amendements du scrutin majoritaire aujourd'hui, comme on le voit dans des mairies, je ne dis pas que la discussion soit pas ouverte, mais le parti auquel appartient Michel Barnier n'y est pas favorable. Nous-mêmes, nous n'y sommes pas favorables. On n'est pas opposé à des discussions sur des aménagements, mais pour moi, le fait d'une discussion entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la proportionnelle, j'y crois pas une seconde. Alors, il y a une autre théorie, c'est celle qu'Emmanuel Macron a potentiellement mise en place cette hégémonie, d'une certaine manière, avec ses 11 millions de voix, du Rassemblement national. Écoutez ce qu'il disait en 2017. Le parti du Front National n'est pas un parti comme les autres. Ils font non seulement là une erreur, mais une faute politique, morale, grave, profonde. Et le fait qu'aucun front républicain n'ait vu le jour depuis dimanche soir, qu'il y ait une forme de banalisation complète, à laquelle tout le monde s'est habitué, tout le monde, que pour la première fois, depuis tant et tant d'années, on pointe du doigt ceux qui osent dire qu'ils n'iront pas contre le Front National, et que j'entends certains responsables politiques se glorifier de nous comparer au Front National. Ce qu'il y a aussi dans notre pays, c'est un affaiblissement moral, c'est une perte de repères profonde. 11 millions de voix aux dernières législatives. Est-ce que le Front républicain n'était pas une erreur en n'écoutant pas concrètement les voix du Rassemblement national ? Sans le Front républicain, le Front national aujourd'hui serait soit majoritaire à l'Assemblée nationale, soit pas loin de la majorité, serait renforcé. Je ne vois pas comment des démocrates, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'auraient pas pensé que la première des priorités, c'est de s'opposer à la venue au pouvoir d'un parti populiste. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas dit tout à fait la même chose qu'ensemble. Nous n'avons pas dit tout à fait la même chose que le président de la République. Nous avons dit, lors de ces élections, ni LFI, ni Front National. Donc pour nous, le Front républicain, il était sans LFI, sans le Front National. Il se trouve que la gauche, pour des raisons électorales, a décidé de rester sous la houlette, sous la je ne sais pas comment expliquer ça. Vous parlez du Parti socialiste. Pardon ? Vous parlez du Parti socialiste. Exactement, oui. Et des autres partis de gauche, de rester sous l'orientation folle, et de plus en plus folle, de LFI et de son... Je ne sais pas si je peux dire président, ce parti. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de statut. Alors, est-ce que c'est un président ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est plus un dictateur qu'un président. Pour nous, la question, c'était, le Front républicain, c'était ni LFI ni le Front National. Bon, la plupart des partis ont décidé que c'était contre le Front National et un point c'est tout. Mais se défendre contre les partis populistes, je pense que, en tout cas, moi je suis un démocrate, je ne vois pas pourquoi ça peut constituer une faute. C'est facile de refaire l'histoire, de dire qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu le Front républicain. Mais qu'est-ce qui serait passé ? Ce serait sans doute un score beaucoup plus élevé du Front National, beaucoup moins élevé d'ailleurs non seulement de la gauche mais de tous les autres partis. Est-ce que c'est ça qu'on voulait ? Est-ce qu'on pense que ça se passerait mieux aujourd'hui ? Non, je ne crois pas une seconde, donc je ne vois pas où est la faute. Alors Michel Barnier veut incarner un peu le pompier de la dette, c'est également ce que Édouard Philippe met souvent en avant. Et regardez cette archive d'il y a 50 ans. À l'heure actuelle, la France n'a plus de dette, à l'exception des 985 millions de dollars qu'elle a empruntés, comme c'est son droit, son quota au Fonds monétaire international. La France de Georges Pompidou, qui n'a plus de dette. Comment en est-on arrivé là, Claude Malhuret ? On en est arrivé là parce que depuis 40 ans, on ne s'est plus préoccupé. Pourquoi j'ai dit depuis 40 ans ?
parce que jusqu'à la présidence de Giscard d'Estaing, la France n'était pas endettée. Son endettement était très faible. Et malgré le premier choc pétrolier, qui a été une catastrophe terrible en 1975, mais Raymond Barre a été Premier ministre, et la France, jusqu'en 1981, n'était pas endettée, ou très très peu endettée. Donc c'est pas seulement Pompidou. La France a commencé à s'endetter massivement et à détruire ses finances publiques à partir de 1980. Rappelez-vous, en 83, 3 dévaluations. On ne se rappelle pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on vous dirait l'euro va être dévalué 3 fois. Les gens diraient mais ça va pas. Donc dès 81 et en 83-84, on est tombé dans l'inflation considérable, dans la dette, etc. Et depuis, personne n'a jamais arrêté cela. Personne, à une exception près d'ailleurs. Les seuls budgets à peu près équilibrés ont été ceux lorsque Édouard Philippe était Premier ministre. Il faut quand même le signaler. Vous plaidez pour votre camp. Non, mais je veux dire, faut quand même. Qui plaidera pour mon camp si je ne le fais pas moi-même. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait. C'est pas seulement la faute des gouvernements successifs. Il y a eu une situation internationale qui a fait que, de la même façon que Sarkozy s'est affronté après 2008 à une crise internationale terrible. Donc, mais en France, tout le monde a été obligé d'y réagir, et la France l'a fait avec beaucoup plus de laxisme que les autres. Au point qu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué aux Français à quel point c'était... Je crois que maintenant, les Français ne l'ont pas encore compris, je crois, mais les médias, les experts commencent à le dire d'une façon forte. Et j'espère qu'on va... Mais voilà, ça fait 40 ans que ça dure, 40 ans qu'on considère que ce n'est pas un problème majeur. Si nous ne baissons pas la dette, si nous ne baissons pas les dépenses publiques, la France, et d'autres commencent à le dire, pas seulement moi, va être bientôt dans la situation de la Grèce ou de l'Italie ou du Portugal il y a quelques années. Il faut absolument que nous arrivions à en convaincre les Français, parce que la thérapie, quand vous avez 40 ans d'addiction à une drogue, et l'inflation et la dette et le déficit, c'est une drogue, quand vous avez 40 ans d'inflation à une drogue, on parlait de drogue tout à l'heure, mais c'est pas la même, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et les gouvernements, et notamment celui de Barnier, vont avoir, en plus de tous les problèmes politiques, un vrai problème majeur à expliquer aux Français. Donc il faut l'expliquer le plus rapidement possible et être le plus nombreux possible à l'expliquer. Et ça va être impopulaire, comme les retraites, comme l'assurance chômage, etc. Mais si on ne commence pas à être responsable, c'est les marchés qui vont nous rendre responsables, c'est le taux auquel on s'endette, et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douloureux, et évidemment, avant tout pour les plus pauvres. Vous êtes un homme politique aguerri, Claude Malhuret, vous avez été député européen. Aujourd'hui, la France a demandé un délai à Bruxelles concernant la dette, manque d'explications concrètes, mais également potentiellement une fracture de la zone euro qui nous pointe le nez. Oui, mais il va falloir... alors, la demande de moratoire, il se trouve qu'il y a eu des circonstances politiques en France qui font que les choses n'ont pas fonctionné comme un gouvernement qui serait dans la continuité, et que par conséquent, on a pris du retard et qu'il va falloir expliquer. Mais je pense que l'Europe comprendra que, vu les circonstances politiques, on mettra un peu plus de temps que prévu à avoir une réponse définitive. Et notamment, il va falloir que le nouveau gouvernement se mette d'accord avec l'ensemble de ceux qui y participent pour savoir de quelle façon, et notamment, est-ce qu'il va y avoir purement et simplement une baisse de la dépense publique qui implique une réforme de l'État qui ne se fera pas en 8 jours, qui sera longue, ou s'il va y avoir une partie à la fois de baisse des dépenses publiques et d'augmentation des impôts. Nous sommes pour la baisse de la dépense publique et très réticents sur l'augmentation des impôts. Tout ça, ça ne va pas se faire en un jour. Même sur l'ISF. Le problème aujourd'hui des inégalités croissantes, non pas particulièrement en France d'ailleurs, parce qu'avec la redistribution, les inégalités en France sont probablement un des pays où elles sont le moins importantes. Mais elles existent quand même. Et par conséquent, sur des sommets d'inégalité, moi j'ai pas d'a priori à ce qu'il y ait une réflexion là-dessus. Mais quand on est le pays dont les impôts sont les plus importants
qu'il soit pour les pauvres ou qu'il soit pour les riches dans le monde développé entier, dans le monde des démocraties, je pense que la première chose à faire n'est pas de continuer à augmenter les impôts, qu'ils soient sur les pauvres ou sur les riches. C'est peut-être moins scandaleux sur les riches que sur les pauvres, mais du point de vue de l'économie, c'est pas non plus une bonne façon de développer les entreprises, de développer l'économie du pays. Donc, nous, on est réticents sur ce sujet-là, mais la baisse des dépenses publiques qui implique une réforme de l'État, elle est fondamentale. Et il va falloir quand même un certain temps, à la fois pour la penser, pour l'expliquer et pour la réaliser. Mais Claude Malhuret, rapidement, vous êtes médecin. Quand vous voyez l'état de l'hôpital, vous allez me dire que vous êtes pour une politique d'austérité dans ce secteur-là ? Non, je suis pour une politique du management. La fonction publique aujourd'hui, elle ne souffre pas de ses agents, qui sont les mêmes gens que partout dans le privé ou ailleurs et qui ne sont pas pires ou quoi que ce soit. Elle ne souffre pas d'un laxisme budgétaire ou tout. Elle souffre d'un management. Quand vous savez qu'en France, vous prenez l'exemple de l'hôpital, qu'en France, les dépenses administratives de l'hôpital par rapport aux dépenses de santé, par rapport au salaire des médecins, des infirmières, etc., est 10% supérieur à ce qu'elle est dans tous les pays voisins, vous vous dites, c'est pas un problème d'agent, c'est un problème de management. Il y a un problème de management de la fonction publique en France qui n'est pas récent, qui est ancien et par conséquent qui est difficile à soigner, puisqu'on parle de soins, et qui est long à soigner. Mais c'est à travers ça que ça passera. Donc la crise aujourd'hui de l'hôpital, c'est avant tout une crise de management, une crise de la fonction publique en général. J'ai été maire, je vous disais, pendant 25 ans. Je vois bien à quel point le management de la fonction... Et j'ai travaillé dans le privé également. Je vois bien à quel point les différences de management sont énormes. Je ne pense pas que le public puisse être géré exactement comme le privé, bien entendu. Mais il y a aujourd'hui un vrai problème de management. C'est celui que la France résout le plus mal. Merci infiniment Claude Malhuret d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir apporté votre regard sur la situation politique actuelle. J'espère vous avoir très prochainement à nouveau sur mon plateau. Merci à vous.